je vous repropose le thème et la méthode. Le thème, c'est un complément, un supplément à la première visio qu'on a fait sur les lancements. On a fait une visio très large sur les lancements. On a parlé de lancement sur touche, un peu tu vois, un peu de tout, quoi. On n'est pas très rentré dans les détails. Hein, on n'a pas parlé techniquement de plein de choses, les axes de course, tout ça. Mais je voudrais quand même, avant de peut-être en faire une troisième sur un détail plus à approfondir technique, je voudrais qu'on élargisse encore avec vous le débat sur des lancements un peu spécifiques. Donc, mais le premier des lancements spécifiques qui peut intéresser du monde, c'est la touche réduite. Qu'est-ce qu'on fait sur touche réduite? Pourquoi, quand, où, comment, etc. Le tout premier, c'est touche réduite. Est-ce que ça vous va comme cadre de thème? Ouais. Donc, on commence par le tour d'écran. En haut à gauche, j'ai Will. Tu peux te présenter pour les collègues, s'il te plaît? Oui, donc moi, Wilfried Lonjou, donc j'entraîne sur deux structures différentes. Donc à Colomiers sur les féminines depuis 3 ans, où je coordonne le projet et j'essaye de faire avancer, enfin on essaye de faire avancer la section. Et une autre structure dans le Tarn-et-Garonne, un petit club qui est en entente avec 3 clubs, donc Montsac, Castelvalence, sur un club de féminines aussi en Fédéral 2. D'accord. Voilà. Parfait. En bas, pour moi, à gauche, Arnaud. Donc Arnaud Lebert, je suis cas technique sur le département et du 35, donc il est Vilaine en Bretagne. Et je suis joueur à Rennes en fédéral. Parfait. Tu joues quel poste? Centre ailier. Ok. Et Vincent, pour conclure. Donc Vincent Brionnais, je suis comme Will sur le rugby féminin également. Je coordonne le staff senior du Stade Rennais Rugby en Élite 1 depuis 4 saisons. Et parallèlement, via une convention entre les deux clubs, j'interviens également sur les 3 quarts du Rec Rugby, donc en Fédéral 1 et anciennement 4 techniques en Nouvelle-Calédonie. Voilà. D'accord. Ok. Cool. Parfait. Merci les garçons. Donc, j'ai des lancements en vidéo, mais bon, je n'en ai pas préparé. Si vous en voulez, je peux en sortir, mais je n'ai pas préparé de vidéo. L'idée, c'est d'attaquer tout de suite avec une première question sur des lancements un peu spécifiques, donc, et notamment sur touche réduite. Pourquoi le faites-vous? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on fait des lancements sur touche réduite? Déjà. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Vas-y, Will. Bon, pour ma part, souvent, quand on est en difficulté sur les touches complètes, si on a la chance d'avoir des sauteurs et qui peuvent aussi lifter dans l'alignement, on a plus d'espace pour bouger et créer des aptitudes sur les adversaires. Et donc, du coup, plus difficile à lire, en fait, que à faire, je pense, dans l'alignement. Donc, du coup, souvent, oui, ça peut amener des lancements plus fluides, plus faciles pour la touche quand on tombe sur une équipe quand même qui peut être organisée sur des touches à 7, quoi, sur les touches complètes. Voilà. Donc, c'est un premier objectif qui est un lancement, on va dire, un peu par défaut. Oui, ça peut aussi, oui, bien sûr, ça peut, ça fait partie des armes quand on peut se retrouver en difficulté, mais pas que. Ça peut permettre aussi d'avoir. Ah, on t'a perdu, Will. De créer des brèches et d'amener de la variété, quoi. Ok. Donc, pour adaptation sur la conquête. Est-ce que, donc, enfin voilà, quels sont le pourquoi de la touche réduite? Arnaud ou… Après, moi, je suis d'accord avec ce que disait Vincent. Je pense que le fait d'avoir des touches réduites, ça va quand même amener de la densité sur le lancement. Et après, du coup, par rapport à ce que vous disiez sur la première visio, où moi, j'étais plutôt d'accord avec ce que disait Vincent sur le fait que le lancement, si on n'est que entre 3 quarts, ça doit être vraiment pour franchir. Et comme toi, tu disais, là, avoir un 2 contre 1, mais du coup, le 2 contre 1, à mon sens, il faut qu'il soit réussi, donc il y aura franchissement. Par contre, peut-être que si on est sur une touche réduite, là, on va plutôt être sur ce que disaient les autres, à savoir mettre de la densité et s'organiser
sur la suite en fait. Et du coup, avoir peut-être 2 temps de prévu avec, bon, même si pour moi, l'objectif numéro 1, que ce soit réduit ou pas, ça peut être de franchir. Mais là, peut-être justement, c'est utiliser pour avoir vraiment un ballon dynamique dans l'avancée rapide pour justement, sur le deuxième temps, être dans le franchissement, quoi. Euh, Enfin, perso, je ne sais pas, Vincent, si tu veux rebondir tout de suite, mais très d'accord, absolument d'accord avec ce que tu viens de dire en termes de classification, hein, et de pourquoi on fait des lancements de touche réduite. Il y a la première partie, c'est par défaut pour adapter la conquête, hein, et déjà d'avoir un ballon, même s'il est pourri, ou il est différent, mais déjà on aura un ballon. C'est déjà une première mesure de correction, voilà. Et ce que tu viens de dire, c'est super important, c'est que si on déplace des joueurs, Vincent l'a dit aussi, hein, et donc c'est-à-dire qu'on va amener des joueurs dans des espaces, on va avoir moins d'espace à utiliser, il y a plus de densité de joueurs, hein, ailleurs que sur la zone conquête. Ça veut peut-être dire qu'on se prépare effectivement à faire un peu de jeu programmé, c'est-à-dire que la touche réduite va surtout servir de lancement pour attaquer une zone et faire quelque chose après. Donc, dans la dimension lancement, il y aura, quand on fait de la touche réduite, bien sûr la conquête, propreté, transmission, etc. Bien sûr l'efficacité premier temps. Peut-être que les avants servent de l'heure et ça peut faire rentrer quelqu'un dans un espace, alors 2 contre 1, 1 plus 1 contre 1, peu importe, mais en attendant, on peut avoir le premier objectif de lancement. Mais surtout, c'est souvent pour préparer d'autres temps. C'est-à-dire que le lancement en touche réduite, il va être plus long à travailler parce qu'il y aura conquête, premier temps, et certainement d'autres choses derrière, quoi. Bon, voilà. Vincent, tu veux rebondir là-dessus? Bon, tu as dit l'essentiel. Après, je rejoins aussi oui, parce que j'ai la chance d'entraîner un collectif féminin et un collectif masculin. C'est vrai que chez les filles, bah, la conquête est parfois un tout petit peu Ah, on tape. beaucoup les touches prévues pour le jeu, parce qu'on sécurise la conquête, et puis après on a des bonnes porteuses de balles aussi qui peuvent nous mettre rapidement dans l'avancée. Et puis je reviens voilà, ce qu'a dit Arnaud et ce que tu as complété sur, voilà, sur la programmation de temps de jeu. Sur la première visio, sur les lancements, on parlait beaucoup de lecture. Je pense qu'on tend tous vers ça, mais parfois c'est un petit peu utopique d'être que dans la lecture, parce que la lecture, parfois, on a aussi un petit peu d'intensité, et que ce premier temps, où on va envoyer peut-être des gros porteurs de balles avec des options multiples aussi, mais va nous permettre de générer déjà un peu d'avancée et s'assurer un deuxième temps peut-être plus efficace, quoi. D'accord. On en était au pourquoi, hein, les raisons d'une touche réduite. OK. Donc, il y en a qui sont par défaut et d'autres un peu plus délibérés, notamment avec cette dimension de conservation, hein, de garder le ballon au moins quelques temps supplémentaires, qui peut nous permettre de donc déséquilibrer, faire déplacer et déséquilibrer des défenses. Autre question générale pour commencer. Quand et où le fait-on? Prioritairement ou Alors, culturellement? Est-ce qu'il y a un cadre? je Vas-y Vincent, je t'en prie. ouais, je vais parler un petit peu de ce qu'on fait aussi, hein. Bien sûr, on est là pour Comme échanger nos idées. Et puis de toute façon, je pense que pendant les 6 prochains, enfin dans les prochains mois, on va avoir du mal à se concurrencer les uns les autres. Donc autant juste voilà, parler de nos expériences. Donc, bah, si on prend la profondeur du terrain, c'est vrai que quand on est dans notre zone de sortie, on a tendance à avoir des touches, on va dire, très réduites, on va être sur des touches à 4 pour favoriser le démarquage des joueurs, sécuriser un peu notre conquête. Derrière, on ne s'interdit pas de lancer le jeu, hein. On libère des gros porteurs, des joueurs en commun aériens. Sur ce qu'on appelle voilà, la zone de créa, c'est vrai qu'on va avoir pas mal aussi de touches réduites, voilà, pour multiplier le jeu en option, et puis aussi s'assurer des semi-attaques de qualité. Et c'est vrai que plus on va se rapprocher de la zone de marque, on va avoir des touches à tendance voilà, plutôt complètes. On peut travailler aussi sur des molles furtives, venir jouer près de la zone de la conquête. Voilà un petit peu comment on fonctionne. On ne s'interdit pas quand même des touches complètes pour lancer le jeu uniquement entre 3 quarts quand on est un petit peu loin de la ligne.
Ok. Là, c'est vrai que le fameux mol furtif, hein, c'est aussi, bon, comme d'autres touches, hein, la relation et la cohésion avant trois quarts est aussi importante que sur touche réduite, hein, quand, même si on est en complète, hein, il y a des vrais travaux collectifs à faire là-dessus. Ok. Donc, en exit, où tu t'interdis pas éventuellement de jouer dans le dos, par exemple, des avants qui seraient décrochés et d'attaquer de l'espace depuis ton propre camp loin derrière, hein, sous certaines conditions. Pourquoi pas? Tu dis zone de créa, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que pour toi, c'est quoi? Entre les 2,22 à peu près? C'est quoi une zone de créa pour toi? Ouais, Enfin, sans me divulguer, mais c'est bien ça. C'est un espace ouais, où on se permet tout, quoi. c'est ça. Après, voilà, ça peut être modifié en fonction des, forcément en fonction des conditions climatiques, en fonction de l'adversaire, où des fois on va se dire, voilà, notre zone de sortie, on va la pousser un petit peu plus loin. Mais voilà, grosso modo, 22-22. D'accord. Et zone de créa, ça se traduit par exemple, les options sont activées. Toutes les leurres et le jeu en option est activé. Ça veut dire quoi, zone de créa? Qu'est-ce qui se rajoute en plus? Ça veut dire aussi qu'on va essayer de tenir le ballon un petit peu plus longtemps, un petit peu plus de temps de jeu avant de passer sur notre transition de largeur-profondeur. Peut-être passer par du pied un petit peu plus tardivement, quoi. D'accord. OK. Ok. Tenir le ballon un peu plus. Ok. Quand et où, Arnaud, ou Arnaud Eh ben, peut-être en tant que après, moi, joueur? c'est vrai que par rapport à ce que dit Vincent, je le rejoins parce que heureusement, vu qu'il m'entraîne, mais c'est vrai que non, je pense que par rapport à ce qu'on a dit même avant, c'est vrai que la zone de sortie, c'est quand même, on va l'utiliser justement pour être sûr d'avoir ce ballon et pouvoir organiser du jeu au pied ou alors vraiment jouer dans l'espace opposé, comme tu dis, en fonction des conditions un petit peu climatiques. Et après, ouais, en zone de création, justement, pour avoir ces temps de un petit peu programmer et tenir ce ballon pour réussir à maintenir de l'avancée, en fait. D'accord. Et après, ouais, en zone de marque, enfin, après, c'est le parti pris quand même sur le club et sur pas mal de clubs d'avoir des touches plutôt complètes, justement pour resserrer quand même la défense, quoi. Ok. Oui. Oui, moi je suis enfin, moi sur le principe, bon, nous, c'est un peu moins cadré, mais voilà, oui, dans les zones disons dans notre camp, quoi, dans les 22, préfère assurer la conquête pour pouvoir pas se mettre le feu chez nous. Après, elles sont voilà, dans les zones de marque, nous on n'avait pas un pack très solide, très costaud. On était plutôt mobile et dynamique, quoi. Donc on privilégiait voilà, le jeu sur les largeurs et après ou avec des avants, mais pas de voilà, on faisait très peu de ballons portés, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de restriction en fait ou de choses de dire non mais là vous faites pas de touche à 4 à 5 par exemple, vous faites pas de voilà, vous faites voilà. Donc elles sont assez libres, quoi. Ok. Voilà. Vincent, Mais tu bon, voulais c'est parce rajouter? que Pardon. non, je disais Ouais, parce juste, qu'on a un pack, non, juste par rapport au partage d'expérience avec Wilfried, c'est vrai que les filles, on est un petit peu moins voilà, portées sur les ballons portés et il y a aussi cette relative faiblesse sur le jeu au pied. On n'a pas beaucoup de joueuses avec un jeu au pied important et c'est vrai qu'on ne s'interdit pas de jouer un petit peu plus loin. Donc, voilà, c'est une petite particularité aussi du public, même si on travaille pour que le jeu au pied soit plus performant. Mais bon, elles ont aussi une appétence pour le jeu, les jeunes filles. Donc, oui. ouais, Non, il ne faut pas les brûler même trop. elle peut D'accord. faire ajouter. Parfait. Petit chapitre d'introduction sur des généralités, hein, pour se fixer un peu les idées, hein, de l'utilité, hein, de ce genre de lancement-là. Deuxième chapitre, avant d'attaquer des cas concrets, hein, on prendra quelques exemples vraiment concrets, on pourra creuser entre nous et partager, hein, nos points de vue. Les contraintes techniques particulières, voire les contraintes d'entraînement particulières liées à des lancements qui combinent avant et trois quarts mélangés.
Voilà, je vous livre ça comme ça. En tous les cas, bon voilà, vous imaginez un peu où on peut en venir et voilà, c'est quelles sont les contraintes et donc forcément quelles sont nos solutions quoi, pour pallier peut-être aux contraintes spécifiques techniques ou aux contraintes de temps hein, sur l'entraînement, sur des lancements mélangés avant les trois quarts. Qui veut prendre la première parole? Vincent, allez, vas-y, feu. C'est toujours cette. Alors, c'est pas un clivage, mais les avants ont besoin de bosser la conquête. Et c'est vrai que des fois, le temps manque pour qu'on puisse voilà, détacher les profils spécifiques voilà, qui vont venir jouer ces lancements mixtes. Bon, quand bien même on arrive quand même à le faire, on construit nos entraînements ensemble, mais c'est vrai que c'est une part assez réduite voilà, du travail qu'on peut faire en commun. Comment on y pallie un petit peu on en a parlé un petit peu en off, mais on retrouve souvent les animations coupe d'eau. Et nous, on a toujours des petites routines en début d'entraînement où l'ensemble des trois quarts et l'ensemble des avants, par petits groupes, passent sur des petites situations où on retrouve ces structures. Donc voilà, techniquement, on essaie de pallier. Après, c'est vrai qu'il manque toujours du temps. Et même en F1 où les gars ont quand même une charge d'entraînement assez importante, on a toujours le sentiment qu'il nous manque du temps pour travailler ensemble. D'accord. Tu dis donc que la routine et la régularité, la répétition est importante hein, en mélangeant tous les postes pour éventuellement gagner du temps sur la construction de lancements un peu collectifs, hein, tous mélangés, et notamment en utilisant les mêmes semi-attaques. Hein, on en a déjà parlé, mais donc c'est du travail vraiment de cohésion et sur des outils. Voilà, des outils. Ok, parfait. Will? Bon, comme je te disais, c'est des trucs qu'on n'a pas pu bosser cette année. Donc, on va essayer de le mettre en place pour la saison prochaine. Voilà, donc on est en train de réfléchir à des solutions justement pour. C'est souvent ce qui revient des filles quand on leur fait un petit sondage en fin de saison. C'est ce clivage avant trois quarts souvent où on dit on n'a pas assez de temps pour travailler ensemble. Voilà, souvent les avants partent de leur côté bosser leur touche, hein, les trois quarts vont bosser leur lancement ou même enfin, au-delà des lancements parce que moi j'aime pas trop ça, je passe pas beaucoup de temps à bosser leur lancement mais faire des ateliers pour travailler sur la lecture, des choses comme ça. Et donc c'est vrai qu'il faut trouver des solutions, essayer de trouver des solutions pour de temps en temps détacher des groupes d'avant pour aller travailler les trois quarts et vice versa quoi. Et se donner du temps sur la fin de l'entraînement pour faire beaucoup de jeux et essayer de trouver faire du jeu quoi, pour retrouver ces repères communs quoi. Pour que ces lancements justement sur touche à 5 quand on met les avants dans la ligne de trois quarts puissent bosser ensemble quoi. Arnaud, tu veux rajouter Ouais, je rebondis un petit peu sur ce que dit Will là, mais il faut, je pense que les lancements, même s'ils sont, pour moi après, c'est les lancements que ce soit que entre trois quarts ou trois quarts et avant, il faut qu'on arrive à retrouver ce que vous dites là, c'est semi-attaques à chaque fois en fin de compte. Et je pense que si justement c'est des semi-attaques après, peu importe la zone où elle est sur le terrain, mais si c'est des cellules à 3, 4, 5, ça va être beaucoup plus facile à bosser que si c'est vraiment avec tout le monde et on est sur presque de la circulation du coup, quoi. Donc je pense que vraiment avoir cette volonté que nos lancements, même s'ils sont mixtes, ça soit sur des semi-attaques, quoi. Ok. Pour clore rapidement encore, hein, c'est toujours très furtif, mais ce chapitre-là sur les contraintes techniques et de temps, en fait, parfois on n'a pas le choix. On est obligé de faire des lancements réduits, on l'a dit, hein, c'est une obligation si on veut avoir déjà des ballons. Donc si on veut vraiment passer dans la dimension lancement et non pas simplement rester dans la dimension remise en jeu, ça peut être que ça, hein, à la limite une touche réduite, c'est juste je gagne le ballon et j'ai remis en jeu le ballon et je fais quelque chose après. Mais si on veut vraiment profiter des déséquilibres que l'on va créer par des courses, par des anticipations hein, de zones qu'on va attaquer. Donc forcément, on est en avance hein, de la défense. Hein. Le lancement est quand même, c'est bonnard quand même, hein, un lancement. Hein, on sait où ils sont et nous, ils savent pas, et eux, ils savent pas où on va. Donc voilà, si on veut profiter de ça et de rentrer vraiment dans l'efficacité d'un lancement, et pas seulement d'une remise en jeu, effectivement, il faut gagner du temps sur les aspects techniques en mixant effectivement les joueurs. Enfin, on est tous d'accord là-dessus. Mais aussi,
problématiques de binôme, problématiques de temps qu'on s'accorde les uns les autres, les travailler, ces lancements-là, de manière spécifique, parce que parfois, on n'a pas le choix. On est obligé d'en faire. Alors, tant qu'à en faire, autant qu'on en ait un ou deux, pas beaucoup, mais qui servent vraiment utilement à franchir ou au moins à déséquilibrer, quoi, hein, à avancer. Voilà. Sinon, le risque, c'est de faire de la touche réduite et puis de faire un lancement où, certes, on l'a un peu travaillé, mais en fait, il va manquer, au-delà de la technique, de la cohésion entre les joueuses et ou joueurs et tout ça, mais il va manquer l'ingrédient essentiel, c'est que si on ne le fait pas assez, il manque la vitesse. Il manque souvent la vitesse quand on a des avants qui viennent, qui doivent faire des choses, le jeu sans ballon, etc. Donc, parfois, on n'a pas le choix. Mais c'est tellement utile et il faut tellement de temps qu'il faut quand même le trouver. Voilà, enfin, c'est con, hein, c'est vraiment très con. Mais voilà, sinon on loupe quelque chose dans l'objectif, quoi. Voilà. Ok, on essaye de creuser un peu des cas concrets. Alors, je ne sais pas si certains ont déjà préparé quelque chose, visible ou pas visible. On peut le mimer, l'expliquer. Je pense qu'on pourra nous le concevoir dans nos têtes. Ou si vous avez des choses à projeter aussi, c'est possible, hein. Vous avez un écran, un bouton partager l'écran au milieu, hein, si vous voulez. Si vous avez des trucs sur ordi, ou voilà. Qui en a des cas concrets? Qui veut montrer des choses? Bon alors, moi, en tout cas, du coup, j'ai pas eu le temps d'isoler le lancement, mais il y a un lancement que font très régulièrement, en tout cas une structure que font très régulièrement les Anglais, cette double structure coupe d'eau, Ouais. voilà, qui font très régulièrement. Et je me rappelle d'un match contre les Écossais, ils avaient passé 60 points les Écossais, ils avaient dû passer le lancement 3 ou 4 fois, avec chaque fois. Et scorer quasiment à chaque fois avec des sorties diverses. Voilà. Et même avec une base parfois un tout petit peu, quand je parle de base, je parle de la conquête qui était variable. Mais en tout cas, sur l'architecture du lancement, c'était similaire à chaque fois. On est sur une touche à 4 joueurs. Hein. D'accord. Enfin, voilà. On va avoir le 9 qui est en début d'alignement. Notre partenaire ici. Sur le lancer, on a le 9 qui va commencer à bouger. C'est exactement après la règle. On a notre avant ici qui va commencer à sortir. Et on va retrouver notre relation. Donc, du coup, 9, 10 ici. Un avant décroché. OK, qui va venir travailler ici, qui va venir travailler en coupe ici. OK, on a notre ailier. Et on a la même structure derrière avec le 12 et le 13. Okay. L'idée, c'est d'avoir cette double structure coupe d'eau. Et on en avait discuté, mais c'est d'avoir pour chaque joueur, voilà, chaque joueur un statut, un rôle bien défini sur le lancement avec des repères bien précis. Et, donc voilà, les statuts qu'on a identifiés, donc évidemment, c'est le porteur de balle, les joueurs coupe, que nous on appelle aussi voilà, joueurs bloqueurs ou à plat, des joueurs d'eau qui vont menacer la profondeur, alors plus ou moins haut. Et puis, on n'oublie pas donc, le joueur intérieur et aussi les joueurs qu'on appelle en infiltration. C'est-à-dire les joueurs qui vont passer rapidement dans le dos de la défense, voilà, qui vont anticiper un franchissement. Les joueurs qui courent dans le dos de la défense. Ils courent devant la défense, enfin, où ils anticipent à mort la zone de franchissement, c'est ça? C'est ça. Infiltré. D'accord, ok, très bien, c'est clair. Voilà, qui gênent la course des défenseurs aussi, de manière un petit peu subtile. Hein. Fait pas de blocage, mais voilà. Ils courent avec les défenseurs, ils ouvrent les portes aussi un petit peu. Donc, premier objectif, comme tout lancement, mais là, c'est très clairement un objectif de franchissement et d'anticipation du franchissement. Tu t'en sers aussi comme lancement à plusieurs temps de jeu programmé, je suppose? Oui, parce que si on joue sur la première structure coupe d'eau, derrière, on a quand même du monde à dispo pour travailler sur notre 32, notre 33. On a des avants qui vont circuler.
axe rec, axe 10. Donc voilà, on va avoir des options sur le deuxième temps et finir à la largeur. Ok. Donc, c'est un jeu à option, hein, tes coupes d'eau. Ouais, Tout le monde peut c'est ça. parler dans les deux structures. Ouais, oui, parce que vous en avez parlé la dernière fois et même sur les soutiens off, mais la communication a une part très importante chez nous et ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est le porteur de balle, ouais, c'est quand même lui le dernier décisionnaire, mais c'est vrai que les soutiens off, en fonction de ce qu'ils voient, en fonction des observables chez les défenseurs, l'orientation des épaules, voilà, c'est eux qui vont essayer d'inciter un petit peu le porteur de balle à lâcher le ballon. On imagine que tu es très vigilant lors de tes entraînements sur la réactivité, la réaction des soutiens à toutes les options. Hein. Donc j'imagine Ouais. qu'effectivement, il ne faut pas s'endormir, quoi, et que le jeu sans ballon et le jeu des soutiens est aussi important à régler dans ce type de travail-là, hein, en entraînement, que simplement la bonne lecture et les mecs concernés par le ballon, quoi. Enfin, j'imagine. Le truc, ouais, tout à fait. Après, le truc, c'est que voilà, on part du principe que tous les joueurs sont des menaces. Voilà, et une fois que je suis plus une menace, je dois être efficace sur mon action de soutien. Et par exemple, sur la relation, on parlait donc des repères, des statuts. Sur l'animation, voilà, en coupe d'eau, le joueur en coupe, le joueur bloqueur, on l'appelle comme on veut, c'est de menacer au maximum l'épaule extérieure de son vis-à-vis le plus longtemps possible. Et pour le joueur qui est en dos, c'est de ne pas sortir de la coupe trop vite. Voilà. D'accord. Okay. Voilà, c'est les repères qu'on donne, c'est les repères qu'on se donne. Ok. Combien de temps nécessite l'installation, on va dire, hein, on ne parle pas encore de maîtrise, hein, vraiment, voilà, maturité collective, mais au moins l'installation dans le projet d'équipe d'un lancement comme ça. Combien de temps ça vous prend, ça te prend en général? Alors, à la fois sur les féminines et peut-être sur d'autres catégories, si tu les as expérimentées, c'est pour donner un aperçu, Ouais. hein, comme ça. Ouais, après, voilà, avec des joueurs de F1 et avec des joueuses Elite 1, on a la chance d'avoir, alors on les a pas tout le temps, mais on a beaucoup d'international assets chez nous. L'outil de la transmission est déjà là, quoi. L'outil technique, L'outil ouais, technique. ça c'est maîtrisé. Ce qui pose problème, c'est quel repère, voilà. Ne pas sortir du repère trop vite. Je t'ai parlé de sortir trop vite du joueur coupe. Voilà. Ça, des fois, le joueur est un petit peu en avance. C'est une question de timing. Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est le plus long. Je pense c'est le plus long à travailler techniquement, c'est maîtriser. Donc, ça fait partie d'un travail, chaque fois qu'il y a, alors on va dire la révision un peu stratégique, hein, de nos fameux lancements de fin de semaine, là, hein, donc chaque fois, il est toujours dans le package, celui-là, du début jusqu'à la fin de saison, ou c'est un travail régulier, c'est un travail… Ouais, grosso modo. Ouais. Ouais, je crois qu'on travaille pas mal dessus et qu'on bosse aussi, qu'on bosse dessus, on répète forcément à l'échauffement aussi, avant match. C'est la première application très concrète de la fameuse cellule semi-attaque, je ne sais pas comment on l'appelle, coupe d'eau, jeu à 3 à minimum, voire à 4. Hein. Après, si tu mets des options en moins ou encore en plus décalées, mais jeu au moins à 3. Et tu le fais 2 fois en plus, sur 2 cellules. Oui, sur celle-là, oui. Ouais, sur celle-là, oui. Ok, parfait. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Vincent, sur ça, sur ces explications Bon, sur le lancement, proprement parler, non, mais après, voilà, on essaie de travailler ou souvent à 3, donc voilà, ou sur cette relation coupe d'eau, ou alors en gardant la menace axiale du porteur aussi. On travaille beaucoup là-dessus. D'accord. Deux plus un contre deux, et on essaie de le retrouver sur nos lancements. D'accord. J'ai peut-être encore pas entendu si tu en as parlé, excuse-moi. La conquête, la transmission se fait comment? Tu veux le ballon comment dans les mains du neuf? Sur une transmission haute. Transmission haute. Accélérer On le est sur… ballon. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Parfait.
Est-ce que vous avez des questions, les amis, pour Vincent sur ce lancement? Des questions, non. Après, c'est vrai qu'on retrouve vraiment ce qu'on a dit sur le fait que c'est peut-être que techniquement, c'est peut-être plus simple à réaliser parce qu'on est justement sur ce que tu disais, deux semi-attaques à suivre en fait. Et du coup, avec des repères un petit peu déjà acquis chez les joueurs et chez les joueuses, parce que c'est des mouvements qu'on peut retrouver dans le mouvement général, quoi. Pas forcément que sur lancement. Et c'est vrai que pour ça, je trouve bien d'avoir ce type de lancement. Parce que du coup, bah, ça facilite le travail et on n'est pas sur une perte de temps, quoi. Le Lego est plus facile à monter quand tu as déjà les briques. C'est ça. Si tu fais des lancements, tu n'as pas les briques, ou qu'il faut inventer une brique, on fait une croix. Ouais, mais on n'a jamais fait de croix. Bon, oui, bon, on l'a fait, allez, je veux la... Non, on fait des Lego avec des briques. Bon, ok, ça roule. Quelqu'un, alors Arnaud, Will, est-ce que vous avez des projets de lancement? J'ai retrouvé une petite vidéo, je peux vous en mettre si vous voulez. Et est-ce que vous voulez parler d'un lancement spécifique, les gars, d'abord? Non, moi, dans ma tête, j'imagine un lancement sur une touche à 5 en essayant d'avoir une fille qui verrouille au fond parce que, ben, pour sécuriser un peu. Et après, deux options avec deux sauteuses au milieu, quoi, et avec deux avants décrochés avec les trois quarts, avec plusieurs possibilités, quoi. Voilà, travailler soit qui viennent à vide de dos pour la 10, soit avec une cellule justement de couper de dos qu'on peut imaginer, ou éventuellement aussi déplacer les avants vers le milieu du terrain pour les utiliser plus au milieu du terrain qu'autour de la 10 où la zone peut être très dense en sortie de touche, surtout sur une touche où on veut mettre de la vitesse et rapide, ou la dernière joueuse qui peut être sur le couloir des 15 mètres, en connaissant nous notre difficulté chez les féminines d'avoir des passes comme on peut avoir chez les garçons, aussi longues pour démarquer le 10, pour essayer d'aller chercher une autre zone, quoi. Voilà, donc nous on est plutôt sur des lancements simples. En ce qui concerne justement ces problèmes de cellules, coupe d'eau, tout ça, la première année qu'on a eu les cadettes, on a essayé de travailler comme ça et elles ne comprenaient pas pourquoi on le faisait en fait. Donc elles le faisaient pour le faire et ça ne marchait pas. Donc il a fallu. Donc c'était l'entraîneur avec qui j'étais passé son CQP, donc j'avais essayé de lui expliquer qu'il y avait des étapes avant ça. Il a voulu essayer. Bon, ben, il s'est fait bananer par Jean-Louis Bouladou, je ne sais pas si tu connais, celui qui s'occupe de la formation sur l'Occitanie. Puis il a dit non, mais il y a des étapes avant ça, tout ça. Bon, bref. Et donc il a fallu tout recommencer, en fait, tout rebosser sur des petits exercices pour leur faire comprendre le syndrome, pourquoi on le faisait, tout ça. Et donc là, cette année, on a pu mettre en place des choses beaucoup plus simples, mais qu'elles ont compris et qu'elles savaient pourquoi on le faisait. Et c'était beaucoup plus pertinent. Donc on a pu franchir d'autres étapes, justement, avec la coupe et la dos, etc., etc. Voilà, mais après, on reste sur des choses un peu plus basiques, un peu plus simples, mais qui marchent chez les filles. C'est important ce que tu dis, parce que culturellement, il y a peut-être des équipes où les joueuses avant, c'est un peu stéréotypé, mais malheureusement, il y a encore des cultures qui peuvent persister, ne sont pas connectées aux mêmes intentions de jeu que le reste de l'équipe ou le cerveau de l'entraîneur, ce qu'il y a dans le cerveau de l'entraîneur. Donc, donner du sens. Ah ouais, j'ai le droit de demander le ballon. Ouais. Tu as le droit de venir vite aussi en coupe. Tu as le droit, t'as les droits. Prends. Ouais, c'est ça. C'est souvent elles osent pas. Souvent elles osent pas. Donc nous on leur interdit rien justement. C'est par rapport, tu vois, ben, ça va parler. J'en parlerai demain au cours de cette réunion sur les risques. Moi je leur interdis rien en fait. Le principal c'est de le faire avec des intentions pour avancer, pour faire avancer l'équipe. Après le reste, on se trompe, c'est pas grave. Comme je leur dis, trompez-vous, mais trompez-vous à fond. Voilà, comme ça au moins derrière on peut peut-être rattraper la situation. Okay. Donc oui, c'est difficile parfois. Il faut vraiment qu'elles comprennent pourquoi elles font les choses en fait. Okay. Arnaud? Non, moi je te laisse les présenter les lancements que tu voulais, pas de souci. Pas de souci. Alors, je vous mets juste pour quand même qu'on regarde un peu de rugby et qu'il y ait de la vitesse et qu'il y ait de la vie, quoi, hein, merde. Donc, je vous mets quelques extraits. Il n'y en a pas pour très longtemps. Et ensuite, bon, je vous sors une planche de deux types de lancements voilà, spécifiques sur touche réduite. Et on en parle. Est-ce que vous voyez la vidéo?
Ouais. Ouais. Donc, désolé les gars, hein, certains, selon les réseaux, ça va être plus ou moins haché, mais on trouve un peu les idées générales, notamment en termes de direction de course. Donc là, on n'est pas sur beaucoup de joueurs détachés, mais on va voir qu'il y en a un qui va rentrer dans le jeu hein, après le lancement. Donc, on n'a qu'un avant pour l'instant, là, détaché. En tous les cas, on retrouve la philosophie de créer des 1+1 contre 1 par des avants, 2 fois. Ouais. Ouais. Voilà, quelques exemples. Est-ce que vous le pratiquez, ça, ces avants qui rentrent dans le jeu et éventuellement qui deviennent premiers passeurs, quoi? Voilà. Oui, tout à fait. Oui, et c'est très. Quand on a un avant, un bon profil porteur de balle qui en plus a une capacité de manipuler, il va automatiquement concentrer un petit peu de monde sur lui parce que forcément on s'attend à ce qu'il. C'est le jeu du chat et la souris, on s'attend à ce qu'il porte le ballon et s'il est en capacité de le lâcher proprement, voilà, c'est souvent payant. D'accord. Souvent payant. Okay. Alors, je vous partage voilà, ça. Est-ce que vous voyez là? Oui. Ouais, vous voyez? Allez, deux petites planches. Je ne sais pas si la dimension est à peu près bonne. Ok. Donc, on va dire que y a une disposition initiale qui est vraiment prévue, qui est toujours la même pour 3 types de sorties. Hein. Donc, alors, c'est ma terminologie et chacun fait comme il veut. Donc, j'appelle ça les lancements en cube. Donc, on construit un cube avec des avants. Toujours au même endroit, toujours avec les mêmes joueurs, toujours voilà. Il y a le libéraux qui se présente hein, derrière le cube, donc le lancement venant de la gauche, hein, vous imaginez bien, hein, la première cellule, c'est le carré. Le libéraux qui va venir intervenir éventuellement dans la première ou dans la deuxième cellule. Hein, la deuxième cellule, ce ne sont que des 3/4. Touche réduite. Alors, vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec. Beaucoup de choses. Après, il faut prioriser. La première, bien sûr, c'est le fameux jeu, comme tu disais, coupe d'eau avec le troisième ligne qui vient couper, qui rentre sur une épaule intérieure et éventuellement ça sort sur le 12 après derrière. Très simple, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Et en appui, tu as bien sûr ton joueur, alors non pas en infiltration, mais le pilier, c'est déjà quelles sont ses courses de soutien. 13, pareil, hein, voilà. Et puis, tu peux rajouter ton ailier ici, éventuellement sur l'intérieur du 12, par exemple. Hein, ou, voilà. Est-ce que tout le monde voit à peu près? Ouais. Est-ce que les schémas sont parlants? Oui, tout à fait. Ouais. C'est clair. Deuxième niveau, sur autre zone d'attaque, là on est sur une zone extérieure des centres, hein, voire même lâcher des ballons pour aller sur des couloirs, donc avec des avants dans la première cellule. Toujours pareil, ces avants en cube dans la première cellule. Cette fois-ci, on veut du pénétrant. Donc là, les courses sont plutôt sortantes. Hein. En tous les cas, on va attirer des défenseurs par le troisième ligne extérieure et le centre. On va attirer des défenseurs légèrement extérieurs là, de ceux qui sont à l'extérieur du 10 et on vient faire pénétrer. Alors c'est au choix, soit on peut dire que c'est le pilier qui rentre, hein, poum poum si on est près de la ligne, pourquoi pas, un gros puissant qui vient entre le 10 et le centre adverse qui va être menacé par 2 joueurs ici, soit c'est l'ailier rapide éventuellement qui rentre dans le cube en fait. Hein, on ouvre le cube et on fait rentrer dedans. Mais c'est important de l'ouvrir avec 2 menaces pour qu'on y croit, pour que vraiment y ait de l'espace qui se crée, quoi, de la largeur qui se crée. Là, justement, par rapport à ce que tu disais, tu es sur le choix du 10 ou tu es sur du programmé? Là, tu ne peux être que sur du. Enfin, c'est un peu plus programmé, c'est un peu plus fermé parce que, à moins d'avoir donc un joueur qui arrive ici pour pénétrer, qui est un peu en retrait, une capacité à donner directement ici, si le 12 reste, tourne les épaules à l'intérieur sur la menace qui se présente ici dans le cube, là, éventuellement sauter et en tous les cas allonger la passe pour attaquer la zone extérieure du centre, du 12, ça peut être une option. Mais sinon, après, on est plutôt dans un jeu conservateur, programmé. C'est une façon de voir, hein. J'insiste bien, hein. C'est très subjectif. Hein. Mais on est plutôt dans un jeu programmé, et notamment quand on veut de l'efficacité en pénétration à l'extérieur du 10. Voilà. Ouais, non, parce que c'est vrai que du coup, sur le timing des courses, si c'est en lecture,
je pense que c'est vraiment compliqué du coup, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Critiquez, allez-y, c'est feu, hein, c'est open, hein. Ouais, je pense que si tu es sur du programmé, c'est vraiment intéressant. Après, je pense que tu peux avoir la sortie sur le jeu en pénétrant ou alors justement sur ce troisième lignel là qui est un petit peu fuyant. Mais ouais, c'est dans cette volonté vraiment d'attaquer vite les toutes premières portes, quoi. D'accord, ok. Ça va. Troisième niveau, hein, de jeu qui est aussi sur un jeu, alors qui se veut cette fois-ci très clairement euh, ciblé sur la zone extérieure, donc amener le ballon vite sur la zone extérieure, donc pour franchir si on le peut, hein, par surprise, créer ce fameux 2 contre 1 sur le dernier défenseur ici, hein, et on crée le 2 contre 1 au bout. Mais aussi c'est un jeu très programmé possible, hein, avec des avants qui savent déjà qu'ils doivent tout de suite avoir des courses de soutien pour être le deuxième renforcement, si tu veux, d'attaque, la deuxième vague d'attaque après une conservation qui serait dans les couloirs. Donc, bon, voilà, ça c'est extrêmement classique, hein. On a positionné des avants. Ils savent juste à l'avance ce qu'ils doivent faire si on arrive à mener le ballon dans les extérieurs. Beaucoup plus classique, quoi. Est-ce que ça vous… Oui, oui. Truc simple, hein, voilà. L'idée, par contre, Oui, l'idée de départ, c'est toujours d'avoir la même disposition et de faire des choses différentes. De faire du coup de la coupe d'eau, d'accord, avec des choix, de la vraie option, de faire du pénétrant, très méchant, très lourd, très puissant, ou très vif, avec de l'électricité qui rentre dans une zone qu'on a identifiée très simplement et qui n'est pas une zone très lointaine. Donc, c'est vraiment pour franchir et casser quelque chose, là. Et là, c'est pour étaler, conserver et réattaquer après derrière, voilà, très classiquement. L'avantage de là, c'est que de cette structure-là, peu importe la structure d'ailleurs, c'est d'essayer justement d'avoir une structure qui soit tout le temps la même, qui soit très proche pour que les joueurs aient des repères justement et se dire, voilà, on fait une touche à 5, peu importe ce qui est annoncé derrière, si on fait du pénétrant, de la coupe du dos ou si on fait du large, au moins on sait on doit se positionner et ça donne ça peut perturber l'adversaire parce qu'ils vont s'attendre à chaque fois à ce que ça vienne au même endroit et puis finalement ça va venir ailleurs. Et au bout d'un moment, comme tu as 3 lancements différents avec la même structure, c'est quand même assez perturbant, je pense, pour la défense, quoi. Ok, Mais c'est après bien il y a des pour des placements, joueurs. effectivement, les placements plus classiques, hein, des avants à l'extérieur du 10, des avants vraiment entre le 12 et le 13, avec des choses beaucoup plus classiques, hein, voilà, pour notamment arriver à conserver, quoi. Ok. Je ne sais pas ce qu'il y avait là. Donc là, on est sur une croix, hein, effectivement, avec 12 qui remet alors que les avants partent large, hein. Donc voilà, on va attirer les méchants sur une zone extérieure 12. Et puis finalement, on va rejouer en croix et à l'intérieur et attaquer le 10, quoi, la zone du 10, quoi, qui s'est un peu isolée, quoi, entre guillemets. Bon, voilà, différentes choses. On en reste là. Des remarques, des critiques, allez-y. Vincent, qu'est-ce que voilà, ça t'inspire? Non, moi j'aime bien. En fait, tu vois, avec ta petite diapo avec le pilier, là, nous, voilà, c'est des choses qu'on travaille pas mal. Alors, pas avec les piliers, on va faire qu'ils soient un petit peu en retard. Et on essaie quand même d'y mettre un peu de lecture là-dedans. En fait. J'y mets un poste, mais bien évidemment, Vincent, tu comprendras que ça dépend de tes ressources de joueurs. Tu y mets qui tu veux. Moi, voilà. Vas-y, je te laisse finir. Non, tout à fait. Et ouais, ce qui est important, voilà, c'est vraiment le travail déjà du joueur en avance là, qui doit avoir un vrai travail de préaction, de démarquage pour essayer d'attirer son vis-à-vis vers lui et ouvrir cette porte. Et ensuite, le travail du porteur de balle aussi est fondamental. On essaie de le faire travailler sur un appui fort extérieur pour venir bloquer aussi avec son épaule et lâcher sur une petite pop passe, quoi. D'accord. Okay. En fait, c'est vraiment des jeux qui nous parlent beaucoup, quoi. On essaie de retrouver un petit peu ta structure là, en cube, on essaie de la retrouver assez régulièrement. Les menaces axiales sont très importantes. Ok. Menacer à plusieurs le même espace ou le même défenseur. Donc avec vitesse, timing, voilà, les mêmes outils aiguisés de la même manière. Et voilà. Alors c'est. On essaie de travailler dans des espaces. On travaille beaucoup dans des espaces assez réduits.
Tous ces petits jeux-là, on travaille dans des espaces très réduits. Et avec beaucoup de vitesse, j'imagine aussi. On essaie. Ok. Petit aperçu, petit panel de différentes petites choses. Alors, il y en a des tonnes, et chacun sa sensibilité, et chacun ses petites innovations. Et on peut se faire plaisir pendant quelques temps. Là, on a de quoi créer. Donc, allons-y. Par contre, il faudrait que ça corresponde toujours, effectivement, d'abord aux ressources initiales, on va dire, de début de saison, hein, de nos joueurs ou joueuses, et puis après à notre temps de travail, quoi. Donc attention, voilà, de bien calibrer ce type de lancement-là qui est complexe, mais on l'a vu, qui est parfois indispensable à avoir dans sa boîte à outils parce qu'on n'a pas le choix. Alors, j'avais deux questions justement là-dessus. Quand on n'a pas le choix, en général, on fait une touche réduite parce qu'il nous faut absolument le ballon. Ça veut dire que peut-être le ballon ne sera pas propre. Est-ce que ça fait partie de la logique de lancement, c'est-à-dire prévoir que le ballon ne va pas être propre? Est-ce qu'en fait, on sait déjà ce qu'on va faire quand le ballon, même si on est sur touche réduite, ne va pas être forcément nickel, quoi? Il va tomber, la transmission-réception du neuf. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre philosophie là-dessus si le touche réduite n'est pas suffisante pour avoir un vrai bon lancement propre? Est-ce que vous le prévoyez? Prévoir, je ne sais pas. Après, je pense qu'avec l'avantage, comme tu as montré sur tes images ou les images qu'on a vues, je pense que les joueurs pénétrants vont être la solution la plus adaptée, justement pour éviter d'éloigner trop vite le danger et surtout d'avoir une grosse prise de risque sur une passe en dos ou si les timings sont pas bons. Et justement, comme disait Vincent, si le joueur est sorti du repère, peut-être que la défense elle a déjà gagné un petit peu cette bataille sur le lancement. Donc, je pense qu'avec les structures qu'on a pu présenter là, la solution par défaut, entre guillemets, d'avoir ce joueur en coupe va correspondre si la conquête n'est pas bonne, quoi. Ton principe, si accident dans la conquête, si ballon caca, merdique, ralenti, qui tombe au sol, etc., on donne à l'option pénétrante, en fait. Après, c'est toujours pareil. C'est ça, Je non, pense que. c'est pas ça que. Enfin, c'est un principe, hein, c'est un principe. Ouais, je pense que c'est se rassurer aussi, mais après, à mon sens, la défense va pouvoir monter aussi sur toute la largeur. Donc peut-être que ce sera vraiment si on a une conquête compliquée et après on tente à faire des passes sur la largeur, on va vraiment perdre du terrain. Alors que Prends plus de risques pour le coup, ouais, effectivement, parce que le timing est moins bon sur les temps de passe. D'accord, ok. Par exemple, le ballon tellement merdique que le ballon tombe au sol et la touche se transforme en ruck. Est-ce que vous maintenez votre projet initial? Quel principe vous avez? Comment vous renforcez ou vous relancez? Le projet initial, il est fait de maîtrise et de Attends, vitesse. Et c'est percé ça. est-ce que tu peux recommencer, On a Vincent? parlé un petit peu la dernière fois sur les ballons de relance. Ouais. On t'a mal entendu, tu disais donc le projet initial? Bon, Pardon. le projet initial, il est fait de maîtrise technique et de vitesse. Le but, c'est de mettre de la vitesse et de pouvoir menacer partout donc, et à haute intensité. Si à un moment donné, on perd ça déjà sur la conquête, il faut essayer de repartir. Il faut essayer de repartir sur quelque chose, voilà, sur un jeu en structure, sur un ballon qui va être lent, merdique, pour pouvoir le réaccélérer derrière. Et voilà, travailler, repositionner nos pions, parce que la conquête aussi, le lancement, il est fait aussi pour, notamment sur ces touches réduites. C'est peut-être deux temps stratégiques, le lancement plus la semi-attaque pour dispatcher nos joueurs sur le terrain aussi. Donc, si le départ est biaisé. D'accord. Ok. Quelqu'un veut compléter là-dessus? Tout le monde. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres avis? non, je suis. D'accord. Alors, c'est juste pour faire le contre-avis, entre guillemets, hein, mais c'est pour débattre, hein, tout simplement. Il n'y a pas absolument aucune vérité. Bien sûr que tu as raison, timing, vitesse, transmission, donc tout ceci doit être calé, c'est de la dentelle, on est d'accord. Si on ne l'a pas, forcément, ballon lent,
il faut faire autre chose. Sauf que parfois, tu prévois aussi d'attaquer la zone couloir, par exemple, et même si finalement ta touche est caguée, merdique, le ballon tombe au sol, tu peux avoir simplement une possibilité de maintenir avec les joueurs qui sont déjà dans les espaces prévus lors du premier temps, de maintenir le lancement sous une forme ou une autre pour aller dans le couloir et faire ce qui avait été prévu aussi. Tu as raison et parfois c'est utile aussi de rester sur le jeu programmé et l'accident n'est pas rédhibitoire. Il est emmerdant, mais en fait, il ne remet pas en cause l'objectif initial du lancement qui est d'attaquer une zone et de faire quelque chose après, quoi. Tu perds l'option surprise et vitesse pour le break dans un premier temps, mais tu peux garder une volonté d'attaquer une zone, quelle qu'elle soit, de faire un milieu et un retour. Tu vois, avec des avants ou de faire du large, voilà. Voilà. C'était un contre-avis. C'est juste pour débattre et. Ouais, non, mais il est pertinent, il n'y a pas de souci. Ok. Deuxième question sur justement les jeux combinés mix, hein, avant et trois quarts. Quelqu'un a parlé, je crois que c'est Vincent de Moll furtif, a introduit cette notion qu'on voit de plus en plus, Moll furtif, on le travaille. Où, quand, comment, vraie utilité, est-ce que les timings sont bons, est-ce que les joueurs avant, nos joueurs avant ou joueuses savent prendre un ballon d'un moll, l'extirper, se dégager, mettre de la vitesse, attaquer la bonne épaule, transmettre avec des options, pas des options. C'est un lancement, une philosophie de lancement qui est tellement riche. On peut faire tellement de choses avec ça, parce qu'on a tellement créé de l'espace en agglomérant déjà des joueurs. C'est génial et c'est très, très varié. Donc voilà, vos avis, vos envies et vos dadas sur les molles furtifs. Après, je rebondis juste sur le début, ce que tu disais justement. Je pense que c'est beaucoup plus dur à travailler techniquement, en fait, à mon avis. Après, moi, je l'ai jamais entraîné, hein, mais c'est vrai, pour le voir se faire avec les avants, c'est quand même beaucoup plus de répétition, je pense, que justement entre guillemets un simple lancement mixte, comme on a pu voir juste avant, quoi. Et c'est peut-être plus de prise de risque, mais à mon sens, si on prend plus de prise de risque, c'est peut-être plus simple après de battre la défense, quoi. Non, tu l'as dit, c'est hyper riche en fait. On peut faire plein de choses autour de ça. Et après, voilà, il y a de toute façon, vous l'aviez déjà dit sur la première visio, mais le paramètre conquête, le paramètre relation ou 9-10 est là avant 9 peut-être ou avant ailier ou voilà, tout est techniquement ça demande des ressources importantes et voilà, il y a le paramètre de l'opposition, il y a plein de choses qui mais c'est très très riche comme lancement et nous plutôt on les utilise voilà à l'entrée de la zone de marque. Ouais, ok, ouais, bien sûr, ouais, des zones prioritaires, absolument. Ouais, ouais, tout à fait. C'est la banderie, quoi. On pique fort, quoi. Est-ce que tu le fais exclusivement en attaquant la zone 10 ou est-ce que tu te réserves, par exemple, un avant qui part, un centre qui passe en coupe et l'avant donne au 9 et ça sort derrière plus loin? Est-ce que le moll furtif sert vraiment que sur la zone 10 ou tu peux t'ouvrir un peu les. Non, aujourd'hui on essaie d'avoir un petit peu la même chose que sur nos mêlées quand on attaque de la gauche vers la droite, en fait, une relation avant 9. Ouais, aujourd'hui on en est que là, aussi, hein. Et après venir autour du 9 avec voilà, un joueur haut, un joueur axial, ou des fois intérieur du 9. En tout cas, voilà. Mais on est souvent sur cette relation 8-9. D'accord. Ok. Relation, ouais, des fois, peut-être Arnaud aussi, relation 8 centre très très fort aussi. D'accord. Mais on attaque prioritairement ouais, la zone 10, allez, 10-12. D'accord. Rarement plus. Bon, plein de choses pour s'amuser, inventer et si c'est adapté à nos joueurs, être efficace. Attaque à plat à 2, attaque à plat à 3, avec de la croisée ou pas, des remises intérieures ou pas, ça peut être très riche, hein,
Ok. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, on ne pourra pas le faire aujourd'hui dans le jeu programmé, et un des objectifs souvent d'un touche réduite avec des avances décalées, c'est un point de fixation et réattaquer le retour justement avec nos avants aussi, hein. Donc ça, on l'a pas abordé, mais très clairement dans le jeu programmé, tout est envisageable, hein, bien sûr, hein. L'agression permanente par vague à la Sudaf, avec des joueurs déjà préplacés pour mettre vraiment de la grosse vitesse avec du lourd et du puissant, l'attaque des zones larges, mais ce jeu en retour sur touche réduite est un lancement évident et naturel aussi, quoi. Voilà. On ne peut pas trop en parler, il nous reste quelques minutes, une minute peut-être. Est-ce que quelqu'un ou deux, peut-être, on n'aura pas le temps de plus, a des questions ou des remarques particulières là sur ce qu'on vient d'échanger? Très, très rapidement, nous, alors pas que sur les touches réduites, mais sur la globalité des lancements, c'est d'essayer de créer une architecture de nos lancements, en fait. Quel type de lancement on va retrouver dans telle ou telle zone, soit sur mêlée à gauche, sur mêlée main droite. Voilà. Je disais, sur mêlée main gauche, on essaie de travailler beaucoup sur la relation 8-9. Notre mêlée est suffisamment solide, voilà, pour nous permettre de travailler comme ça. Sur mêlée main droite, on va travailler, on est plus sur la relation. Le 9 qui menace directement notre relayeur, notre demi-mêlée, donc on est plutôt généralement sur un jeu un peu plus haut aussi, alors que sur l'option 8-9, on se donne un petit peu plus de liberté. Voilà, un petit peu. Et puis, je t'ai dit, après, en fonction de la géographie sur le terrain, on a des lancements, pas spécifiques, mais en tout cas un type de lancement. Okay. Très intéressant, la notion non pas de côté de lancement, mais de main en fait. C'est intéressant de le réfléchir comme ça et construire, comme tu disais, ta boîte à lancement comme ça, où on est, avec quelle main, voilà. Et bien sûr, après quel joueur. On va être coupé, les garçons. Voilà, vous remercie encore, bien sûr, tout le monde. Et puis, j'espère qu'on se retrouve encore sur des visios. Pas très longtemps, parce que ça voudrait dire que le rugby reprend, mais en tous les cas, c'est toujours un plaisir. Et ça a été très cool ce matin. Donc, merci à tout le monde. Merci. Grand merci à toi. tous. Merci, je vous mets ça en ligne. J'espère que on peut rester en contact pour creuser, hein, bien sûr, en aparté. C'est un bon début, quoi. C'est un bon début. Merci à tout le monde. Merci. Ouais, ciao. À très bientôt. Ciao, ciao.